Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Bienvenue à cette avant-dernière table ronde de la première journée du Printemps de l'éco au Conseil économique, social et environnemental, qui sera consacrée à la sortie des investissements fossiles avec cette dénomination acteurs et leviers du changement. On va se demander comment faire en sorte de diminuer ce volume d'investissement dans les énergies fossiles qui provoque le réchauffement climatique. C'est une table ronde conçue par l'Institut Veblen et sa codirectrice Mathilde Dupré, ici présente à gauche. Donc tout commence avec cette histoire de réchauffement climatique, causée en grande partie par les énergies fossiles, le pétrole, le gaz, le charbon, qu'on met dans nos réservoirs à essence, qu'on met dans nos centrales à charbon, qu'on met dans nos chaudières à gaz. En amont de ces énergies fossiles, elles doivent être extraites, elles doivent être minées, ce qui demande beaucoup d'investissements, ce qui demande donc des financements. Et donc, ce qui implique derrière les institutions financières qui doivent prêter, qui doivent assurer, qui doivent garantir toutes ces opérations qui amènent en fin de compte à la production et à la consommation d'énergie fossile. Et donc, on va commencer avec ce chiffre qui est assez impressionnant, qui correspond au volume de financement du secteur fossile par les 60 premières banques mondiales, un volume qui atteint 742 milliards de dollars en 2021. C'est un chiffre du rapport de l'ONG Banking on Climate Chaos. Donc, dans la mesure où on sait maintenant que 80% des réserves d'énergie fossile connues doivent rester sous terre si on veut maintenir la température du globe à moins de 2 degrés. Maintenant qu'on sait, via l'Agence internationale de l'énergie, que tout projet d'infrastructure fossile doit être annulé si on veut rester dans les clous de l'accord de Paris. C'est l'Agence internationale de l'énergie qui le dit, c'est même pas une ONG. Comment maintenant passer à l'action? Comment faire en sorte que les institutions financières cessent de financer ces projets d'infrastructures fossiles? Et donc on va en discuter avec Isabelle Coupé-Soubeyran, au milieu, maîtresse de conférence à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et conseillère scientifique de l'Institut Veblen, avec Mathilde Dupré, que j'ai déjà présentée, co-directrice de l'Institut Veblen, qui a conçu cette table ronde, et enfin avec Lucie Pinson, directrice de l'ONG Reclaim Finance, engagée sur les questions de finance climat. On va commencer avec vous, Lucie, avec cette question. Comment faire déjà le constat et quel constat peut-on faire sur le niveau d'investissement fossile et sur les principales institutions financières qui financent, qui garantissent, qui assurent tous les travaux, toutes les infrastructures nouvelles consacrées à l'exploitation des énergies fossiles. Et ensuite, on viendra à votre action, à l'action de Reclaim Finance contre le développement de ces financements. Et enfin, on essaiera de débattre peut-être sur le bien fondé des réglementations actuelles et sur la manière de les améliorer pour faire en sorte de diminuer tous ces financements. Alors je vous laisse commencer pour essayer d'avoir un constat un petit peu chiffré du niveau d'investissement et du niveau de financement des énergies fossiles dans le monde aujourd'hui. Alors merci, déjà merci pour cette invitation et pour l'organisation. Je suis ravie d'être là. Vous mentionniez tout à l'heure le montant des financements par les 60 plus grandes banques internationales dans les énergies fossiles en 2021. Donc ça, c'est un chiffre tiré du rapport Banking on Climate Chaos, dont la prochaine édition sort la semaine prochaine. Donc je ne vais pas révéler ce qu'il y a dedans dès maintenant, mais ça ne change rien à la nature du propos, qui est que, bien entendu, ce sont les financements, les investissements et les couvertures d'assurance d'aujourd'hui qui façonnent le monde de demain, et donc qu'il n'y aura pas de monde plus sobre en énergie dans lequel le réchauffement est contenu à 1,5 degré sans action et transformation de la manière dont les acteurs financiers opèrent aujourd'hui. Donc les banques
auxquelles on pense bien évidemment les banques qui contrôlent l'accès aux capitaux par les multinationales et donc leur capacité à développer de nouveaux projets d'infrastructures, que ce soit des infrastructures polluantes incompatibles avec l'objectif de limiter le réchauffement à 1,5 degré, ou que ce soit des solutions également. L'Agence internationale de l'énergie l'a bien rappelé aussi, hein, l'enjeu de multiplier par 2,1 les investissements dans le secteur énergétique au niveau global, et par contre de mettre 9 € dans la transition énergétique dès lors qu'on en met 1 dans les énergies fossiles. Donc les banques sont des acteurs clés de par leur financement à des projets directement, mais il faut bien comprendre que les financements directs à des projets, c'est qu'une toute petite partie du sujet, vu que ça ne représente que 5% en vérité des financements globaux au secteur énergétique. Ce qui va compter surtout dans l'enjeu aujourd'hui, c'est la manière dont les banques financent ou non les entreprises, puisque c'est 95% des financements au secteur énergétique qui sont alloués à travers des financements d'entreprises, que ce soit sous la forme de prêts ou encore par l'émission d'actions et d'obligations, surtout les émissions d'obligations qui deviennent un levier majeur et de plus en plus important de financement pour les entreprises, à travers lesquelles les entreprises vont chercher des financements auprès des investisseurs, certes, mais les banques restent indispensables dans leur rôle d'intermédiation pour permettre à ces obligations d'être émises. Au-delà des banques, bien entendu, malheureusement non encore aujourd'hui, leur rôle est peu connu et peu débattu, celui des assureurs, qui pourtant est primordial, puisque aucune banque serait assez folle, on le comprend assez simplement, hein, d'aller financer des projets qui coûtent des milliards de dollars si ce projet ou si l'entreprise ne démontre pas les assureurs, voilà, sa capacité à sécuriser des assurances derrière, puisqu'on a des projets qui mettent des années à voir le jour, qui peuvent être interrompus à tout instant. Voilà, donc les assureurs jouent un rôle clé dans le développement de ces projets-là pour l'accès aux capitaux par la suite, et puis aussi pour permettre à une entreprise d'aller obtenir toutes les autorisations réglementaires au développement d'infrastructures. Et puis enfin, bien entendu, il y a les investisseurs qui jouent un rôle important dans l'achat des nouvelles obligations, et puis aussi qui peuvent jouer un rôle dans la transformation des entreprises à travers leur rôle notamment d'actionnaires, qui leur donne un pouvoir de vote en assemblée générale. Alors pour revenir sur la finance vite fait et le climat, la prise de conscience, ou en tout cas la reconnaissance de l'enjeu climatique ne date pas d'hier, puisque Munich Re, le premier réassureur au monde, publiait dès 1972, donc la même année que le Club de Rome sur son rapport sur les limites de la croissance, un rapport qui alertait sur les risques climatiques. Mais comme malheureusement on fait mine de ne pas le savoir au niveau réglementaire, l'information ne fait pas l'action. Et même Munich Re a mis plus de 45 ans finalement à se dire que finalement c'était peut-être pas très malin de continuer de réassurer directement et donc de rendre possible le développement de nouvelles centrales à charbon. Et que en vérité, entre la prise de conscience d'un enjeu climatique et l'adoption de mesures d'exclusion ou d'adoption de conditions à l'octroi de services financiers par les acteurs financiers, il va falloir attendre globalement plus de 35 ans. C'est autour de 2010 que les acteurs financiers se dotent des premières politiques dites sectorielles sur les secteurs à risque, en indiquant des conditions au financement de certains projets ou de certaines entreprises. Et puis bien entendu, la COP va accélérer tout ça en mettant le sujet à l'agenda des acteurs financiers. Mais dès 2015, on va avoir deux approches qui vont s'opposer. On va avoir l'approche inscrite dans l'accord de Paris, à savoir la finance doit se mobiliser pour la construction, pour la transition énergétique, elle doit être active face à l'enjeu écologique, puisque, encore une fois, il y a une reconnaissance que ces financements d'aujourd'hui façonnent le monde de demain. Et on a une autre approche, celle qui transparaît à travers le discours de McCartney sur la tragédie des horizons, qui incite les acteurs financiers non pas à agir à être actifs dans l'action, mais plutôt à agir en réaction au dérèglement climatique qui impacte leur capacité à générer du profit, en générant plein de différents risques, 3 en l'occurrence, qui menacent les conditions de profitabilité des acteurs financiers. Et on va avoir cet enjeu-là intégré aux premières politiques vraiment
significative adoptée par les acteurs financiers sur la question des énergies fossiles, à savoir sur le secteur du charbon. C'est le charbon qui va être le premier sujet sur lequel vont s'atteler les acteurs financiers. Jusqu'en 2017, les acteurs financiers n'agissent que pour se protéger des risques financiers liés au secteur du charbon, en excluant les entreprises qui sont très exposées à cette chaîne de valeur et qui donc seraient les premières bousculées en cas de régulation sur notamment le prix du carbone ou sur une volonté de décarboner le secteur de la production d'électricité. Mais c'est qu'à partir de 2017 où finalement les acteurs financiers vont se dire ça ne suffit pas. Il nous faut aussi finalement conditionner nos services financiers au respect de certaines pratiques clés indispensables pour tenir l'objectif des 1,5 degrés et notamment l'arrêt du développement de nouvelles centrales à charbon. Et donc c'est qu'à partir de 2017 que les acteurs financiers, en l'occurrence AXA, vont exclure des entreprises qui ne sont en rien risquées, qui peut-être font que 5% de leur activité dans le charbon, mais qui sont extrêmement risquées pour le climat, pas pour l'acteur financier, mais pour le climat, pour la population, parce qu'ils développent des nouveaux projets de centrales ou de mines de charbon. Donc ça va être quelque chose, une énorme avancée dans laquelle la société civile a énormément participé. Et qui inscrit déjà, alors même qu'on n'en parlait pas, le principe de double matérialité, le fait d'agir à la fois pour se protéger des risques financiers, mais aussi pour prévenir son impact sur le climat. Malheureusement, aujourd'hui, et puis il y a une petite slide qu'on peut montrer, c'est que si les acteurs financiers français ont tout fait de bien globalement, presque, sur le secteur du charbon, en tout cas ont intégré les bons principes d'action au sein de leur politique sur le secteur du charbon, il n'en est rien pour le secteur pétrolier et gazier, puisque vous voyez là juste les financements en millions de dollars octroyés par les banques françaises aux plus gros développeurs de champs pétroliers et gaziers depuis 2021, donc depuis avril 2021 ou depuis juin 2021, date à laquelle nos 4 grands groupes bancaires français ont rejoint l'alliance net zéro des banques, donc ont pris un engagement de tout faire pour aligner leur portefeuille de financement sur une trajectoire net zéro alignée avec un scénario 1,5 degré. Il faut rappeler qu'avril ou juin 2021, c'est globalement lorsque le premier rapport de l'Agence internationale de l'énergie a été publié, premier scénario 1,5 degré publié par cette agence qui n'a rien d'une agence de protection de l'environnement, qui a toujours promu au contraire le développement des énergies fossiles et qui en 2021 nous dit en mai 2021 on a arrêté de projeter dans son scénario pour limiter le réchauffement à 1,5 degré le développement de nouveaux champs pétroliers et gaziers. Et pourtant, vous avez là sur cette slide, donc vous voyez que les banques françaises, malgré leur engagement, ont continué jusqu'en au moins août 2022 à financer des entreprises qui sont à l'avant-garde de l'expansion pétrolière et gazière à travers pas mal de transactions. Vous avez là, juste pour Crédit Agricole, 42 transactions. Donc 42 transactions, c'est pas une par mois, mais presque. Voilà, donc une par semaine, pardon. Quasiment toutes les semaines, Crédit Agricole concrètement a violé son engagement en matière climatique en faisant un prêt sans condition, et c'est là le point qui fâche, sans condition à des entreprises qui vont s'en servir pour le développement de leur activité, notamment le développement de nouveaux champs pétroliers et gaziers. Il y a des vrais enjeux méthodologiques, et puisque la quasi-totalité des entreprises du secteur développent et qu'on sait bien qu'on ne peut pas exclure du jour au lendemain toutes les entreprises, ce qui est problématique, ce n'est pas que les financements se maintiennent, c'est qu'il y a des financements qui sont vraiment sans condition, associés à l'octroi de ces nouveaux services financiers, et que les acteurs financiers qui sont très aujourd'hui adeptes de l'idée d'engagement, de transformer les entreprises de l'intérieur, finalement ne démontrent en rien leur capacité à convaincre les entreprises de leur portefeuille de mettre un terme à ces nouveaux projets. Maintenant, face au constat de ces manquements par rapport aux engagements pris de la part des institutions financières, je voulais parler avec vous, Isabelle Coupé-Soubeyran, des réglementations qu'on pourrait mettre en place, qui pourraient être mises en place pour faire en sorte que ces prêts à l'industrie pétro-gazière ne puissent plus se faire sans condition,
comment est-ce qu'on peut aborder cette question-là de la réglementation à mettre en place une fois qu'on a fait le constat que les engagements pris comme ça ne sont pas respectés à la lettre? Comment on peut aborder ça? Est-ce qu'il faut inciter? Est-ce qu'il faut contraindre? Et par quels moyens? Merci. Je vais essayer de répondre à la question. Merci pour l'invitation. Donc effectivement, le constat que l'on partage avec Lucie, c'est que les banques sont encore très tournées vers le financement des activités fossiles et puis plus largement, au fond, vers le financement des activités extractives, vers le financement d'activités trop émettrices. Donc la question, effectivement, c'est comment fait-on en fait, pour réorienter les flux financiers? Et on voit bien que, au fond, il y a deux questions qui s'articulent là. C'est-à-dire qu'il faut arriver à la fois à réorienter les flux de nouveaux financements, d'accord, faire en sorte que les banques financent l'économie différemment, se détournent de ces activités fossiles, mais il faut aussi agir sur les stocks, d'accord, arriver aussi dans les bilans des banques et puis dans les bilans des autres intermédiaires financiers, en fait, à décarboner le stock des anciens financements. Donc, ce sont deux questions qui doivent être saisies ensemble. Réorienter les flux, décarboner les stocks de financement. Alors, la route, le chemin pris par les autorités de régulation jusqu'à présent, eh bien, ça a été le chemin des exigences de communication d'information. D'accord ? Donc le chemin qui est pris aujourd'hui, ce qu'on voit évoluer dans les exigences réglementaires, ce sont essentiellement en fait, des demandes de reporting. Et le pari des autorités, en fait, c'est que en demandant aux différents acteurs, aux banques notamment, de communiquer davantage sur le type de financement qu'elles effectuent, sur l'empreinte carbone de leur bilan, eh bien, les choses à l'avenir se passeront mieux. L'hypothèse qu'il y a derrière ça, c'est que s'il y a un défaut d'orientation de la finance à l'heure actuelle, eh bien, c'est juste lié à un problème d'information. Donc, si on conceptualise ça un peu, l'idée qu'il y a derrière ça, c'est que si le marché financier ne fait pas bien son travail, si le marché du crédit ne fait pas bien son travail, c'est juste parce qu'il y a un problème d'inefficience informationnelle. Il n'y a pas la bonne information. Une fois qu'on transmettra la bonne information, tout s'ajustera gentiment. Bon, est-ce que ça suffit? Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'en dépit de ces exigences d'information qui vont croissant, il n'y a pas grand-chose qui se passe, l'alignement ne se produit pas. Donc ça veut dire qu'il faut essayer d'agir plus directement sur l'activité de ces établissements bancaires et financiers, il faut agir plus directement sur la composition de leur bilan. Il faut arriver à transformer la composition des bilans. Comment on y arrive? Comment faire ça? Alors, on comprend bien que la démarche en fait, des autorités, ce soit finalement de prolonger le cadre de régulation actuel. Le cadre de régulation actuel, c'est un cadre prudentiel. D'accord ? C'est un cadre prudentiel, de contrôle prudentiel des établissements où, par le biais des accords de Bâle qui ont été signés au cours des dernières décennies, eh bien, on amène les banques à prévenir des risques financiers plus ou moins bien. Alors, dans ce cadre prudentiel, en fait, il y a différents piliers. Il y a différents piliers. Ces différents piliers vont sans doute peut-être verdir un peu, mais pour l'instant, bien comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, le pilier qui verdit, c'est surtout le pilier qu'on appelle le pilier de la discipline de marché, de la transparence. C'est le troisième pilier, en fait, de ce cadre prudentiel. Donc c'est surtout ça qui verdit. Mais ce qu'on entend un petit peu plus aujourd'hui comme proposition,
eh bien, ce sont des propositions de verdissement d'un deuxième pilier de ce cadre prudentiel. Le deuxième pilier de ce cadre prudentiel, c'est le pilier de la supervision renforcée des autorités de surveillance. Et par quoi ça peut passer? Eh bien, ça peut passer par le fait d'obliger les établissements à réaliser des plans de transition. Ils le font aujourd'hui, mais dans un cadre purement volontaire. Ces plans ne sont pas obligatoires, ce qui ne permet pas véritablement aux autorités de supervision de s'en saisir, d'aiguiller ces plans. Donc il y a des propositions dans ce sens-là, des propositions qui sont notamment relayées, diffusées, amenées d'ailleurs par différents think tanks. Je pense pas seulement à Veblen, je pense à I4C par exemple, qui soutient ce type de proposition, rendre les plans de transition obligatoires. Dans ce cadre de surveillance, il y a aussi se doter d'indicateurs comme les stress tests, qui ont été développés en fait pour étudier la capacité, pour évaluer la capacité de résistance des banques à des stress macro-financiers. Bien là, l'idée des autorités, c'est progressivement, sur la base des travaux qui sont menés en réunissant des banques centrales, des superviseurs dans un réseau qu'on appelle le NGFS, c'est d'intégrer des problématiques climatiques dans ces scénarios de stress, d'introduire notamment des pertes induites par le dérèglement climatique au niveau des actifs et regarder comment est-ce que ça peut avoir un impact sur la capacité de résistance des banques. Donc, voilà les choses qui sont en train de se mettre en place. Et puis, ce qui pourrait évoluer également dans ce cadre prudentiel, ce sont les exigences de fonds propres. Ça, c'est vraiment le pilier, c'est le premier pilier en fait du cadre prudentiel. J'ai pas commencé par celui-ci parce qu'en fait, c'est pas celui-ci qui verdit actuellement, mais on pourrait s'attendre assez logiquement à ce que ces exigences prudentielles de fonds propres, c'est-à-dire cette capacité d'absorption de pertes qu'on demande aux banques d'avoir, eh bien, évoluent en prenant en compte leur exposition au risque climatique. Ce qui voudrait dire que plus une institution financière a dans son bilan des actifs liés aux énergies fossiles, plus elle serait obligée d'avoir des fonds propres au cas où cet actif perdrait en valeur. C'est ça, exactement, c'est l'idée. L'idée, c'est de calibrer cette exigence en fonction du risque climatique, ou d'intégrer dans les exigences de fonds propres, qui sont des exigences assez complexes, avec des poids devant les actifs, d'intégrer des poids plus importants devant des actifs qui correspondraient précisément à des financements aux activités fossiles. Alors, au fond, il me semble que toute la question, c'est quand même la question de savoir si cette approche prudentielle, si le verdissement de cette approche prudentielle, c'est quelque chose de suffisant pour arriver vraiment à décarboner les bilans bancaires, à réorienter les flux de financement. Alors, demander aux banques d'avoir plus de fonds propres en les calibrant en fonction du risque climatique, demander aux banques d'avoir plus de fonds propres, en soi, c'est toujours bien qu'elles aient plus de capacité d'absorption des pertes. Enfin, de leur point de vue, c'est pas bien, mais vu qu'on part d'assez bas, c'est plutôt pas mal qu'elles aient une capacité d'absorption de pertes plus élevée. Mais pour autant, quand on essaie de calibrer ça en fonction du risque climatique, est-ce que ça a vraiment du sens? Déjà, est-ce que c'est pas un peu naïf d'imaginer qu'en fait, on va pouvoir calibrer les exigences de fonds propres en fonction du risque climatique auquel les actifs sont exposés? Et ça renvoie à une question qui est presque philosophique. Est-ce que la notion même de risque climatique a du sens? C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut vraiment probabiliser? Tout ça s'inscrit dans une incertitude radicale qui n'est évidemment pas sur le dérèglement climatique en lui-même, mais sur l'impact de ce dérèglement climatique. Donc il y a quelque chose d'un peu naïf à vouloir calibrer les exigences de fonds propres en fonction du risque climatique.
Et puis surtout, ça revient à quoi, en fait, cette approche prudentielle? Ça revient à essayer, au fond, de préparer les banques à des risques financiers supplémentaires induits par le risque climatique. Et donc, ça revient à appréhender le dérèglement climatique uniquement sous l'angle du problème qu'il représente pour les banques. Et comme le disait très justement Lucie tout à l'heure, le problème est double. Évidemment que le problème, il faut l'appréhender éventuellement sous cet angle-là, mais surtout sous l'angle que représente l'orientation actuelle de la finance, la poursuite de ces financements fossiles pour le dérèglement climatique. C'est ce problème-là, en fait, qu'il faut arriver à corriger. D'accord ? Donc il faut vraiment arriver à corriger l'impact climatique de la finance actuelle, l'impact climatique de la composition actuelle des bilans bancaires. Comment on fait ça? Est-ce qu'on peut arriver à ça par des exigences prudentielles, par des exigences de fonds propres calibrées en fonction du risque climatique? En fait, la réponse est plutôt non, à mon avis. C'est-à-dire qu'on peut avoir, si vous voulez, ces règles-là comme des aiguillons, comme une approche un peu incitative, mais si on veut vraiment arriver à transformer la composition des bilans, il faut en passer par des règles beaucoup plus fortes, en fait, qui touchent vraiment à la composition des bilans, à des règles plus structurelles. Et je disais tout à l'heure, il faut à la fois arriver à réorienter les flux, à décarboner les bilans. Ça veut dire qu'en fait, il faudrait avoir des règles de flux, des règles de stock. Alors des règles de flux, concrètement, bien interdire les nouveaux financements, ou en tout cas réduire drastiquement les nouveaux financements, ou introduire des conditions dans les nouveaux financements aux énergies fossiles, au charbon, aux énergies fossiles et gazières. Et puis avoir une règle de stock permettant de planifier, de programmer une décarbonation progressive des bilans. Ça implique quand même un énorme changement d'état d'esprit philosophique dans l'approche des régulateurs, parce que leur approche prudentielle, c'est une approche qui, au fond, est là pour accompagner le marché, mais qui accorde une grande confiance à la capacité du marché à bien allouer les ressources. Ici, vous voyez que si on introduit ce type de règles, eh bien, on part plutôt du principe qu'à certains moments, eh bien, il faut que la main visible du régulateur se substitue à la main invisible du marché du crédit ou du marché financier. Donc c'est un sacré changement d'approche. Ça demande juste un changement d'état d'esprit où aujourd'hui le cadre de régulation qui régit aujourd'hui les institutions financières, que ce soit en France ou dans le monde, permettrait d'agir directement sur les flux, sur les stocks, comme vous dites? Ou est-ce qu'aujourd'hui, ça demande vraiment de changer toute l'architecture de notre système financier? Alors, changer l'organisation, non. Mais en revanche, introduire des règles nouvelles, des instruments nouveaux avec une philosophie un peu différente, oui. D'accord ? Ce qui existe aujourd'hui, c'est vraiment ce cadre prudentiel que j'ai décrit, qui va sans doute verdir un peu. Tant mieux, on peut voir le verre à moitié plein et se dire c'est un bon début, mais est-ce que c'est véritablement la bonne approche, ou du moins est-ce que c'est une approche suffisante? La réponse est non. Donc on a besoin en fait d'instruments nouveaux, de règles plus fortes et qui ressemblent en fait aux réglementations qui prévalaient il y a longtemps, c'est-à-dire avant qu'on dérégule le secteur bancaire et financier. Quand, dans l'après-guerre, eh bien, on administrait assez fortement le secteur bancaire pour flécher les financements vers la reconstruction, on avait une approche très structurelle de la réglementation. Alors, je ne suis pas en train d'exprimer une nostalgie de cette période de l'après-guerre, mais ça veut dire, si vous voulez, qu'on a précisément besoin de flécher là, des financements vers les besoins et puis de les détourner des financements, notamment fossiles, qui contribuent très largement au dérèglement climatique. Et donc, là, je pense que sur ça, on peut difficilement
accorder une grande confiance au marché pour spontanément arriver à opérer cette réorientation. Voilà. Alors on parle du cadre réglementaire qui devrait effectivement détourner ces financements fossiles, ces financements des énergies fossiles. Parfois, le cadre réglementaire protège même ces investissements dans les énergies fossiles. C'est de ça dont vous voulez parler, Mathilde de Dupré, notamment au niveau international, avec un traité qui a fait l'actualité ces derniers temps parce que plusieurs pays européens sont sortis, c'est le traité sur la charte de l'énergie, le TCE, mais pas que. Donc, comment aujourd'hui la réglementation non seulement est insuffisante pour flécher vers l'économie verte, entre guillemets, les investissements, et en même temps ne suffit pas pour détourner les investissements des énergies fossiles, mais en plus protège les investissements de ces grandes compagnies. Comment ça marche et comment on peut en sortir si c'est possible? Est-ce que ça marche? Oui. Effectivement, moi je voulais vous parler d'un autre chantier un peu plus international encore peut-être, qui concerne les accords de protection des investissements et qui ont été directement ciblés par le GIEC dans le 6e rapport qui a été publié en avril 2022. Parce qu'aujourd'hui, on a des accords qui sont plus de 3300 à l'échelle internationale, dont la majorité contiennent des règlements des mécanismes de règlement des différends entre investisseurs et États, qui sont en fait des mécanismes qui permettent aux investisseurs d'attaquer les États devant des systèmes d'arbitrage d'investissement quand ces États prennent des dispositions, des politiques publiques qui nuisent à leurs intérêts et d'obtenir des compensations qui sont très élevées, souvent beaucoup plus élevées que ce que les investisseurs pourraient obtenir devant des juridictions nationales, devant la justice normale nationale. Et on a vu ce système évoluer petit à petit et devenir un obstacle de plus en plus grand à l'action climatique des États. Par exemple, les Pays-Bas ont fait l'objet depuis 2020 de poursuites de la part de 2 entreprises allemandes, Uniper et RWE, après l'adoption d'une loi de sortie du charbon. Donc c'est un peu paradoxal. Les Pays-Bas ont été attaqués pour leur inaction climatique. Suite à la décision de la justice, ils ont décidé d'accélérer le mouvement et d'avoir une loi de programmation de sortie du charbon plus rapide que prévu. Et là, ils se sont fait attaquer par les investisseurs qui ont demandé des compensations très élevées sur le manque à gagner pour eux par rapport à leurs investissements réalisés. Et il faut savoir que souvent, c'est des demandes de compensation qui ne couvrent pas seulement les investissements réalisés, mais tous les profits escomptés sur l'ensemble de la durée de vie du projet. Donc on arrive à des sommes qui sont souvent considérables. L'Italie aussi a été condamnée en août 2022 à payer à l'entreprise britannique Rockhopper plus de 190 millions d'euros, soit 5 fois le montant investi à peu près, suite à un moratoire sur l'exploitation pétrolière offshore. Où, par exemple, un peu au même moment, l'entreprise Ascent Resources a déclenché un litige contre la Slovénie pour exiger des compensations de l'ordre de 500 millions d'euros en raison de l'interdiction de la fracturation hydraulique. Donc, il y a beaucoup d'exemples. Là, j'ai donné des exemples européens, mais il y a beaucoup d'exemples un peu partout dans le monde d'actions climatiques des États qui se retrouvent contestés par ce type de litige. Donc de quoi il s'agit? Ces accords de protection des investissements, ils ont été pensés au départ au moment de la décolonisation. En fait, il s'agissait de garantir des conditions et des voies de recours pour les investisseurs dans des pays dont on considérait que tous les gages d'état de droit et de la justice n'étaient pas tout à fait... toutes les garanties n'étaient pas tout à fait assurées. Mais ils se sont diffusés de plus en plus et comme je dis, aujourd'hui on en recense environ 3300. L'Union européenne d'ailleurs a acquis une nouvelle compétence en 2009 de négocier elle-même ce type d'accord et elle en négocie de plus en plus avec différents pays. Et donc aujourd'hui, voilà, on voit que ces accords qui continuent de protéger les investissements fossiles posent un véritable problème. Et donc il y a eu une grosse mobilisation autour de la modernisation d'un traité en particulier. Vous l'avez mentionné, le traité sur la charte de l'énergie, qui se trouve être un traité assez emblématique parce que c'est un traité qui réunit une 50aine d'États et qui a été adopté dans les années 90, en fait, au moment de la chute du mur de Berlin, pour essayer de sécuriser les approvisionnements énergétiques de l'Union européenne vers le bloc de l'Est. Mais il s'est élargi puisque le Japon en est membre et plein d'autres pays. Et en fait, c'est le traité qui a été le plus invoqué
par des investisseurs pour attaquer des États aujourd'hui. Et il a été beaucoup invoqué dans des litiges intra-européens, ce qui, là aussi, est une évolution assez notable, parce qu'avant, il s'agissait surtout d'attaquer entre guillemets des investisseurs des pays riches qui attaquaient les pays en développement. Et là, on se retrouve avec un traité qui a été beaucoup utilisé, y compris en intra-européen. Et donc ce traité, il a été... une grande négociation a démarré en 2018 pour le moderniser officiellement, notamment pour l'aligner avec les objectifs de l'accord de Paris. Et il se trouve qu'au départ, le niveau d'ambition était très, très faible dans ces discussions. Et c'est grâce à la mobilisation de la société civile notamment que les parlementaires européens ont adopté dans la loi climat, qui était un des grands textes suite au Green Deal européen, un amendement pour dire qu'il fallait mettre fin à la protection des investissements fossiles dans le cadre de ces négociations. Et donc, à ce moment-là, la Commission européenne a dû revoir un peu à la hausse ses exigences. Elle a proposé d'essayer de mettre fin de la protection des investissements fossiles. Et elle n'y est pas parvenue parce que les autres États partis n'étaient pas d'accord. Donc, au terme d'un processus de modernisation qu'on peut qualifier d'infructueux s'il s'agit d'aligner cet instrument avec l'accord de Paris, il y a 7 États qui ont décidé de sortir de cet accord. Donc la France, les Pays-Bas, la Pologne, l'Espagne, la Slovénie, le Luxembourg, et évidemment, il m'en manque un, et l'Allemagne. Je n'ai pas dit l'Allemagne, je crois. Et donc, aujourd'hui, on est dans une phase un peu entre deux, parce qu'on en a pas mal parlé à la fin de l'année dernière, sauf que les discussions ne sont pas terminées, puisque l'Union européenne est encore membre en tant qu'union de cet accord. La Commission européenne a mis sur la table une proposition pour qu'il y ait une sortie coordonnée de l'Union européenne et de l'ensemble des États membres, mais pour l'instant, il y a encore des discussions en cours qui sont assez difficiles, et il n'y a pas de majorité qui se dégage pour aller dans un sens ou dans un autre. Et surtout, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de tous les autres accords de protection des investissements qui existent. Je disais, il y en a plusieurs milliers. La France en a une centaine, par exemple, à titre individuel avec d'autres États dans le monde, parce que tous ces accords protègent les investissements fossiles. Il faudrait les revoir et les revisiter à l'aune de ces nouveaux objectifs. Et là, on le voit, les discussions sont difficiles. Par exemple, les eurodéputés ont interrogé la Commission européenne il y a très peu de temps sur les prochaines étapes. Et la commissaire à l'énergie a répondu la fin mars que pour l'instant, la Commission ne voyait pas l'intérêt d'essayer d'aller dans le sens d'une sortie de la protection des investissements fossiles dans son approche générale. Donc c'est encore loin d'être la nouvelle doctrine en la matière. Et on le voit aussi, par exemple, dans les discussions qui ont eu lieu à l'intérieur de la coalition en Allemagne, au gouvernement. L'arbitrage, ça a été on sort du traité sur la charte de l'énergie, mais on ratifie le CETA, alors même que le CETA, donc cet accord de commerce et d'investissement entre le Canada et l'Union européenne, contient un chapitre sur la protection des investissements et protège les investissements fossiles au même titre que les autres investissements. D'ailleurs, on l'avait vu au moment des négociations, l'investissement des entreprises énergétiques européennes dans la production, notamment de sable bitumineux, etc., au Canada, était un des objectifs de ce traité. Donc, on voit que là, on est vraiment en plein dans des discussions qui montrent que on n'a pas encore complètement pris la mesure des engagements qu'on a pris en 2015 avec l'accord de Paris, quand on a dit qu'il fallait aligner les flux financiers avec nos objectifs de décarbonation. Il y a beaucoup d'outils qui restent encore à revisiter. Et malheureusement, on le fait de façon un peu chaotique. Il faut beaucoup de mobilisation d'organisation de la société civile pour que ces sujets-là émergent et soient relayés. Le fait qu'un rapport du GIEC sur la question, ait pointé la question, c'était important aussi pour que les décideurs s'en emparent. Sur le TCE en particulier, il y a aussi eu un avis du Haut Conseil pour le climat sur la version modernisée de l'accord qui a bien permis de montrer que le compte n'y était pas en matière climatique. Mais on voit que les discussions sont difficiles et un peu trop lentes par rapport au tic-tac de l'urgence climatique.
Quelle est la logique derrière ces circonvolutions autour de la réglementation, autour des positions de certains États qui vont s'engager d'un côté et se désengager de l'autre? Est-ce que la logique derrière, c'est de ne jamais être premier finalement à avoir une position un petit peu ambitieuse sur cette question de la réglementation des investissements fossiles, de peur de se mettre à dos tous les investisseurs qui pourraient potentiellement venir dans le pays, investir leurs capitaux? Est-ce que c'est la peur, d'une certaine manière, voilà, dans ce contexte de concurrence internationale où chaque pays essaye de développer son attractivité auprès des institutions financières et des potentiels porteurs de projets? Est-ce que il a peur derrière d'être un peu presque un État paria, entre guillemets, et de ne plus être attirant aux yeux de ces investisseurs? Alors, je vois plusieurs catégories d'arguments. Pendant longtemps, moi, quand j'ai porté cette question-là auprès d'un certain nombre de décideurs français, la réponse qu'on me faisait, c'est finalement, c'est pas un sujet pour la France, parce que la France a presque jamais été attaquée. Et par contre, nos entreprises attaquent dans des pays tiers. Donc finalement, il suffit de savoir bien faire sa réglementation et on n'est pas mis en difficulté. Et par contre, c'est utile pour nos entreprises à l'étranger. Là, la France a revu un peu sa position parce qu'elle a fait l'objet de nouvelles attaques. Alors, pas que dans les énergies fossiles, hein, notamment pour le cas Montagne d'Or, la grande mine d'or à ciel ouvert en Guyane, et aussi pour les révisions des tarifs d'achat dans l'électricité renouvelable. Elle a reçu aussi une première plainte d'investisseurs allemands. Donc, et puis, on avait aussi entendu au moment de la loi Hulot sur la fin de l'exploitation des hydrocarbures dans le territoire français, des menaces qui avaient été brandies par une entreprise canadienne auprès du Conseil d'État, dont c'est difficile de mesurer la portée réelle, mais en tout cas, elles ont pu peut-être jouer au moment de la révision à la baisse de l'ambition du texte. Donc ça, c'était une première catégorie d'arguments. Après, effectivement, il y a l'argument selon lequel ce serait des traités importants pour attirer les investissements. En réalité, les études, notamment celles de l'OCDE, montrent qu'on a du mal à établir un lien entre l'existence de traités de protection des investissements et les flux d'investissements réels. Donc il y a des pays comme le Brésil qui n'ont jamais signé ce genre de traité et qui n'ont pas de difficulté à attirer des investissements étrangers. Donc ça reste aussi un argument qui est plus théorique que réellement mesurable dans la pratique. Et puis je pense qu'il y avait aussi des États, notamment on l'a vu dans la discussion autour du TCE, qui disaient... qui ont invoqué, mais de façon complètement loufoque, ce qu'on avait, enfin, le principe de l'accord de Paris de responsabilité partagée mais différenciée, et donc de dire que tout le monde ne devait pas forcément sortir au même rythme des énergies fossiles et que du coup chacun pouvait vouloir avoir une approche à la carte. Sauf que, encore une fois, le fait de ne plus protéger les investissements fossiles, ça ne veut pas dire qu'on les interdit. Ça veut simplement dire qu'on enlève pour les investisseurs dans ce secteur la possibilité d'attaquer les États devant ces tribunaux d'arbitrage selon des règles qui leur sont très favorables. Ça ne veut pas encore dire du tout qu'on oblige les investisseurs de ces États-là à arrêter leurs investissements. Donc on est vraiment encore très en amont de la décision dans ce domaine-là. Donc, après, je pense que le dernier grand argument qu'a joué, c'était aussi de dire que effectivement, ça pourrait être mal perçu que de sortir d'un traité comme celui-là. Sauf qu'aujourd'hui, je pense que voilà, les 7 États qui ont pris la décision d'en sortir ont déjà commencé à mettre en œuvre cette décision et qu'il ne se passera rien de spécifique suite à cette décision-là. En tout cas, ça ne changera pas les investissements dont ils pourraient être destinataires. On va passer un petit temps d'échange avec les gens qui sont présents dans la salle, s'ils ont des questions, ou avec ceux qui nous regardent en direct sur Internet. On m'a donné la liste des lycées. Il y a le lycée français de Kuala Lumpur, si vous nous regardez toujours, le lycée Estienne d'Orve de Nantes et le lycée Clément Marot de Toulouse. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser pour échanger. Alors, une question ici. Marche ? Oui, merci. Y avait des banquiers, en particulier le représentant du Crédit Agricole en fin de matinée. C'est dommage que vous n'ayez pas eu les 2 conférences, pas forcément en même temps, mais l'une à la suite de l'autre.
Et en plus, ce n'est pas les mêmes personnes, donc il y en a peu parmi nous, je pense, qui ont eu les deux sons de cloche. Cela dit, j'ai deux petites questions. Est-ce qu'on peut imaginer un scénario du type de ce qui s'est passé dans la lutte contre le secret bancaire? Et je pense en particulier au conflit entre les États-Unis et les banques suisses, où les États ont quand même des moyens de faire pression très très fortement sur les établissements bancaires. Et deuxième question, justement, la personne du Crédit Agricole, je caricature ses propos, hein, il n'a pas dit ça, mais il dit tant qu'il y aura une banque quelque part dans le monde qui acceptera de financer des investissements sales, ben ça nous ralentira, nous, pour des raisons commerciales, dans notre incitation à financer ou à accompagner les entreprises. Donc est-ce qu'il ne faut pas être beaucoup plus exigeant que ce que vous êtes en train de dire? Et je comprends bien que c'est difficile, mais voilà, si on ne met pas tout d'un coup, est-ce qu'on peut y arriver? Alors, qui veut répondre? Alors, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris votre première question. La deuxième, je cerne bien. La première question, je ne vois pas ce que vous voulez dire dans la première question. Moi, j'ai peut-être un point sur cette question-là, mais qui est un peu décalé, mais parce que j'ai beaucoup travaillé sur les sujets de lutte contre l'évasion fiscale avant de travailler sur ceux dont je vous ai parlé aujourd'hui. Et je vois un parallèle parce qu'on avait aussi des centaines et des milliers d'accords d'échange d'informations à la demande qui, en matière fiscale, n'étaient pas très performants. Et effectivement, il a fallu le conflit avec les banques suisses pour que d'un coup les États-Unis prennent une législation beaucoup plus ambitieuse pour obliger les banques à donner de l'information de façon automatique. Et c'est ça qui a déclenché ensuite des discussions internationales, notamment au niveau de l'OCDE, et qui a permis d'avoir un accord multilatéral pour changer le modèle de tous ces traités d'échange d'informations grâce à un seul accord qui ensuite a permis d'amender tous les accords existants. Et en tout cas, le parallèle que je vois, c'est que souvent on nous dit sur ces questions de protection des investissements, c'est compliqué parce qu'il y a des centaines d'accords et que ça implique des États différents, etc. Et donc ça mettrait très longtemps à être réformé. En matière fiscale, on a su le faire presque du jour au lendemain. Ça a pris quelques années, mais il y a vraiment eu cette décision américaine qui a changé complètement le paysage et le ton des discussions. Et donc, effectivement, je pense qu'après, les juristes savent très bien faire un accord multilatéral qui peut amender des centaines d'accords existants. Ouais. Il suffit d'avoir la volonté politique pour le faire, effectivement. Cela étant, ça pose vraiment la question de savoir si il suffit justement d'avoir l'information, parce que l'information, on l'a de plus en plus, et c'est l'approche qui se développe. C'est-à-dire que l'approche qui se développe aujourd'hui pour verdir le cadre réglementaire, c'est une approche qui consiste à exiger de plus en plus de communication d'informations. Est-ce que ça suffira? Voilà. Alors, vous pouvez peut-être considérer que les informations demandées ne sont pas les bonnes et qu'il en faudrait d'autres. Mais vous voyez, même si, en fait, on arrivait à obtenir les bonnes informations sur les investissements fossiles, une information très granulaire, vraiment sur le degré, sur le degré de carbone, de carbonation des financements, est-ce que cela suffirait? Je crois que la réponse est non. Ensuite, sur votre question concernant les banques qui invoquent finalement un argument de concurrence, d'accord, de compétition. Si nous avons un comportement plus vertueux, si nous nous détournons d'investissements fossiles rentables alors que d'autres continuent de le faire, nous allons perdre la compétition internationale. Bon, ça invite en effet à mettre en place des règles à une échelle suffisamment large. Cela étant, si vous voulez, à invoquer toujours le besoin d'une échelle internationale, d'une dimension internationale pour agir, le risque, au fond, c'est de ne pas agir.
c'est souvent un élément rhétorique assez fort, ça, hein, qui permet de faire capoter d'ailleurs certaines exigences réglementaires. C'est-à-dire que vous voulez absolument que l'accord soit obtenu à une large échelle, à une échelle internationale. Et évidemment, on ne l'obtient pas à l'échelle internationale et donc on ne fait rien. Peut-être qu'il faut commencer à des échelles un peu plus petites pour ensuite diffuser les bons comportements. Ça, c'est une argumentation qui est souvent tenue, hein, et dans les deux, on voit l'enjeu de dire « je suis totalement volontaire pour agir, mais écoutez, il faut d'abord agir tous ensemble, et il faut toute l'information, et une fois qu'on l'aura, nous agirons ». Aujourd'hui, il y a cette tentation-là de beaucoup d'acteurs économiques et financiers de dire « il y a ce cadre CSRD qui arrive au niveau européen, et ça va tout solutionner ». La réponse est bien entendu non, ça ne va pas tout solutionner, parce que comme tout cadre de transparence et de reporting, et quand bien même celui-ci, en effet, est plus intéressant dans les indications qu'il demande que ce qui peut être porté au niveau international avec une approche uniquement fondée sur la matérialité financière et oubliant totalement la matérialité environnementale, ce reporting, il va être insuffisant, il va être mal fait. Les entreprises vont mal y répondre. On l'a encore eu une énième évaluation de l'application en France de l'article 29 qui prenait la suite de l'article 173 qui montre que c'est extrêmement mal appliqué en France. Et les nouvelles réglementations au niveau européen ne vont rien changer. Et comme le disait Jésabel, l'information ne fait pas l'action. Nous sommes en France le champion du reporting extra-financier avec la première loi adoptée en 2001. Et nos banques sont aussi les champions européens du financement des énergies fossiles et de leur expansion au niveau international. Munich Re aussi, de 1972, dit « Attention des règlements climatiques, les réassureurs sont les institutions les plus informés sur le risque climatique de par leur activité. Et pourtant, ils ont mis 45 ans à se dire on arrête le charbon et ils n'ont pas encore totalement répondu à l'urgence climatique du tout. Pour répondre à la question du crédit agricole, en 3 points. La première, c'est que cet argument, qui est un peu une tarte à la crème, de la même manière que BNP nous dira « le monde est carboné, donc j'ai du carbone dans mon portefeuille ». Certes, mais c'est la différence entre les stocks et les flux. Vous avez peut-être du carbone dans votre portefeuille, le problème n'est pas tant cela, quand bien même il va falloir le décarboner, mais vous ajoutez du carbone à du carbone avec vos nouveaux flux financiers. Et surtout, invoquer cet argument est une négation totale en fait, de leur propre engagement en matière climatique. Puisque ce sont eux finalement qui ont pris cet engagement, personne ne les a forcés à s'engager, à atteindre la neutralité carbone, etc., etc. Et donc, on ne fait que leur rappeler à leur engagement, sinon à les taxer en effet de greenwashers, ceux qui globalement sont aujourd'hui. Le deuxième point, c'est que ça part du principe que finalement nos acteurs financiers seraient mieux à même de pousser les entreprises, les multinationales, à se transformer et que quand bien même ils soutiennent des secteurs, ils vont le faire de manière responsable. Ils vont plus pousser ces entreprises à faire les projets de la bonne manière. Or, ça ne répond pas au fait qu'une nouvelle plateforme, un nouveau champ pétrolier ou un nouveau champ gazier, qui soit très émetteur ou moins émetteur, qui respecte les normes ou pas les normes, in fine, il reste incompatible avec le budget carbone pour limiter le réchauffement à 1,5 degré. Et le problème, on en revient à ce que je disais au tout début, c'est que Crédit Agricole lui-même, en fait, ne met pas de conditions à ses financements aux entreprises. En tout cas, ils n'ont pas de règles publiques. Et qui dit absence de règles publiques dit très généralement absence de règles privées. Eux vont dire que c'est intégré à que c'est intégré à leur entreprise, que tout le monde vraiment pose ces questions-là, mais il n'y a aucun document qui atteste de conditions, d'objectifs, qui structure le dialogue avec les entreprises. Et toute personne qui a déjà travaillé qui fait partie d'une institution, quand bien même cette institution est petite de 20-30 personnes, c'est que tant qu'il n'y a pas de processus clair mis en place, ce n'est pas possible de fonctionner en respectant tous des mêmes principes. Et un groupe
comme Crédit Agricole, qui est un mastodonte avec des bureaux partout dans le monde, c'est illusoire de croire que le front office en Asie ou aux États-Unis à Houston pose des conditions dans laisser financement avec ses clients s'il n'y a pas de cadre structurant cette relation. Et enfin, le troisième point est de considérer qu'il faudrait que tous les acteurs financiers agissent d'un coup pour répondre pour couper finalement les financements à un secteur, partant du principe que l'objectif serait de couper tout financement au secteur. Or, c'est pas tant ça. Le travail, en tout cas d'ONG comme Reclaim Finance, ne vise pas zéro financement nécessairement au secteur à l'expansion pétrolière et gazière. Mais c'est de rendre le nombre de services, d'acteurs financiers à même de soutenir certaines pratiques moins nombreux, de manière à augmenter le coût du capital. C'est ce qui s'est passé avec le charbon. Avec le charbon, il est toujours possible, en 2 ans de campagne, on a poussé 15 gros réassureurs et assureurs à s'engager à ne plus soutenir de nouvelles centrales à charbon. En soi, les entreprises pouvaient toujours aller chercher des couvertures assurantielles, parce qu'il y a encore d'autres assureurs. Mais les 15 plus gros étant ceux avec l'expertise pour délivrer et l'idée sur ce type de contrat, le prix était bien augmenté. Il fallait des réassureurs qui avaient également pris des engagements. Donc, ça devenait de plus en plus risqué. Les banques, en ricochet, ne faisant pas confiance aux couvertures d'assurance, ont augmenté les prix. Et in fine, on a eu beaucoup d'entreprises, les petites, les moyennes entreprises, mais il y en a des centaines, à dire « je ne peux plus aujourd'hui faire face parce que c'est plus rentable ». Et donc, c'est aussi cette impensée-là. L'idée n'est pas tant de couper, mais de rendre la vie plus compliquée à certaines entreprises pour les dissuader, encore une fois, de perpétuer certaines activités. Merci beaucoup. On a 2 autres questions qui nous viennent d'Internet. Une petite et une grosse. Je commence par la petite. Existe-t-il des pays leaders, je pense au sens de la réglementation qui serait particulièrement avancée en matière de réorientation des flux et des stocks d'actifs fossiles? Avez-vous connaissance d'un pays qui serait particulièrement exemplaire en la matière et qui ferait presque ce que les États-Unis ont fait à un moment pour la transparence bancaire et qui permettrait d'être suivi? Non, ça n'existe pas. La Nouvelle-Zélande, je crois, a des règles assez intéressantes, mais après, il faut poser la question différemment. C'est où sont les grands centres financiers? En France, on a le 4e plus gros secteur bancaire au monde. On a des secteurs comme AXA, comme Amundi. Donc, c'est réglementation, enfin c'est ces pays-là qu'il faut regarder. L'Allemagne n'est pas bonne, l'Angleterre n'est pas bonne, la France n'est pas bonne, les États-Unis ne sont pas bons. Très bien. Et deuxième question qui sûrement est un petit peu plus compliquée, c'est comment peut-on, à l'échelle individuelle, agir face à un tel blocage, face à une situation qui paraît bloquée, dans le sens où voilà, comment peut-nous agir pour que les flux financiers cessent d'alimenter dans des proportions aussi élevées l'industrie fossile. Lucie Pinson, vous êtes directrice d'ONG, vous faites aussi un travail de plaidoyer qui s'adresse au grand public, qui fait de l'information, qui essaye de sensibiliser à la fois les décideurs, mais aussi potentiellement leurs électeurs, potentiellement leurs clients, des pratiques qui sont faites. Est-ce qu'il faut agir, par exemple là-dessus, pour que les clients, les électeurs soient mieux informés et puissent s'engager, puissent prendre leurs décisions en connaissance de cause? Est-ce qu'il faut agir sur d'autres leviers pour que individuellement on puisse changer les choses ou pas? Alors nous on est assez convaincus en effet que le premier facteur d'action est le risque réputationnel, tout simplement. Donc on joue beaucoup là-dessus sur la mise en concurrence entre les différents acteurs financiers et sur l'information sur l'écart entre leurs promesses et leurs actions pour les faire bouger, sachant qu'il y a tout de même une prime à l'action climatique. Sur l'exemple des assureurs, Société Générale avait démontré avec une étude que tous les assureurs qui avaient adopté des bonnes politiques sur le secteur du charbon avaient gagné des points en bourse. Donc on peut inverser la logique financière différemment. Peut-être que ce n'est pas le risque financier lié à une industrie qui va faire agir un acteur financier sur la question des fossiles, notamment dans un contexte de super profit où il est plutôt bon d'être actionnaire de Total aujourd'hui. Mais il y a des risques financiers ailleurs liés à l'inaction ou à l'inverse une prime à l'action, notamment en termes de réputation et en termes de clientèle. La clientèle n'étant pas seulement les particuliers,
mais étant les différentes parties prenantes de la société civile ou du monde économique, puisque en vérité, on interagit avec les acteurs financiers à travers différentes casquettes au niveau individuel, mais aussi Reclaim Finance a une banque, vous êtes représentant d'une collectivité territoriale, vous avez également une banque, vous dirigez une entreprise, vous avez une banque, vous avez pareil des assureurs, etc. Vous êtes un salarié de multinationales, vous avez certainement des mécanismes d'épargne salariale qui sont mis en place à travers votre entreprise. Tout ça, c'est autant de leviers à travers lesquels agir pour exercer une pression sur les acteurs financiers. Et c'est ce à quoi on travaille aujourd'hui. Encore récemment, la semaine dernière, nous avons publié un manifeste avec le mouvement Impact France, les collectifs, donc les collectifs de salariés de multinationales, le mouvement pour un réveil écologique, le syndicat Le Printemps écologique, un manifeste demandant aux gestionnaires d'actifs de décarboner l'épargne salariale en France, qui représente quand même 160 milliards d'euros. Et puis on a adressé avec Rift un jeu de 15 demandes au gouvernement, alors que cette question-là est débattue, ou va l'être, dans le cadre de la loi sur l'industrie verte. Donc si on peut résumer, individuellement, déjà la première étape, c'est de s'informer, via les rapports de Reclaim Finance évidemment, et au-delà, avec ceux de Veblen aussi, je fais la pub, mais en tout cas de comprendre qu'on peut, en tant que client, en tant que salarié d'une entreprise, membre d'une entreprise, déjà agir à un petit niveau sur les décisions d'investissement qui sont faites. Ouais, je sais pas, moi, il me semble pas trop d'accord, Isabelle. Je sais pas, je pense que faut pas non plus, si vous voulez, surestimer tout ce qui peut se passer à l'échelle individuelle. Hein. Au fond, on a surtout besoin de politiques publiques volontaristes. Et nos think tanks et ONG servent aussi finalement à cela, parce que les travaux qu'on réalise ensuite sont présentés à des parlementaires, et ça peut ensuite bien servir à aiguillonner les politiques publiques. Donc je pense qu'on peut, certes, il faut que les comportements individuels se transforment, mais il ne faut pas trop attendre de l'échelle individuelle. Il faut vraiment que tout ça soit porté par des politiques publiques très volontaires, d'autant qu'il y a des paradoxes à l'échelle individuelle. Le paradoxe, notamment aujourd'hui, alors qu'on est on entre dans une zone de turbulence bancaire et financière assez forte, c'est que au fond, nos dépôts sont mieux protégés dans des très gros établissements peu vertueux qui sont encore engagés dans les fossiles, parce que ce sont ces établissements-là qui seront systématiquement sauvés, que dans de plus petits établissements qui seraient extrêmement sensibles au respect des limites planétaires. Et pour autant, on ne va pas faire culpabiliser chaque personne de chercher à protéger ses dépôts. Donc tout ça signifie que l'important, quand même, c'est avant tout le volontarisme des politiques publiques pour définir le cadre, pour poser les instruments qui vont permettre, en fait, la bifurcation. Et ça, on n'y est pas. Très rapidement, peut-être, Mathilde, parce qu'on va devoir terminer cette table ronde. Je pense que c'est toujours difficile de savoir où mettre le curseur entre ce que peuvent faire les gens à l'échelle individuelle et l'action collective dont on a besoin, parce que effectivement, c'est mettre beaucoup de responsabilités sur les épaules d'individus tout seuls que de dire qu'ils pourraient changer la finance simplement par leur propre choix individuel. Néanmoins, ça envoie quand même des signaux qui sont importants, et il faut le faire, et je pense que c'est utile. Et effectivement, le risque réputationnel, on l'a vu, y compris sur d'autres sujets comme les paradis fiscaux, etc. C'est quand même quelque chose qu'il faut savoir utiliser et mobiliser. Après, le lien entre les deux, c'est quand même que des fois, les décideurs eux-mêmes n'ont pas vraiment connaissance de certains sujets,
et que l'action des ONG, l'action d'un certain nombre d'acteurs de la société civile leur permet de leur mettre sous le nez en quelque sorte. Et sur cette histoire de la protection des investissements fossiles, on est complètement là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a eu une pétition signée par plus d'1 million de citoyens européens. On a utilisé des déclarations d'investisseurs, d'entreprises du secteur des énergies renouvelables, d'experts climatiques. Enfin, il y a eu énormément de mobilisations différentes. Il y a même aussi une action en justice auprès de la Cour européenne des droits de l'homme qui a été intentée par des jeunes victimes du changement climatique, des jeunes Européens, qui ont poursuivi 12 États européens auprès de la Cour européenne des droits de l'homme pour leur participation à ce traité sur la charte de l'énergie. Donc il y a plein de moyens différents aujourd'hui d'utiliser des leviers pour rendre ces sujets visibles, montrer que c'est des préoccupations importantes pour les citoyens et donner aux politiques le courage de s'en saisir, parce qu'ils ont souvent beaucoup de choses à traiter en même temps, donc il faut aussi les aiguiller. Je vous laisse conclure là-dessus, Mathilde. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi cette table ronde consacrée à la sortie des investissements fossiles. Et au revoir.